Ok, donc moi c'est Blandine Leroy, donc je suis sophrologue, hypnothérapeute, praticienne en EMDR sur Nantes depuis maintenant une quinzaine d'années, donc je suis spécialisée en périnatalité et puis effectivement praticien référent de l'association depuis déjà un petit paquet de nombre d'années, peut-être 7-8 ans je pense. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé que le parallèle était intéressant. Je vais essayer d'être pragmatique, moi, sur comment, une fois qu'on a identifié les croyances, les peurs, moi je dis toujours que les gens sont souvent les mieux à même d'avoir été éclairants sur leur mécanisme, leur traumatisme. Alors, peut-être pas toujours, mais en tout cas, souvent, moi, j'ai des personnes qui ont bien conscience de leur parcours et c'est pas pour autant qu'ils arrivent à trouver des solutions, à se libérer et à dépasser un petit peu les peurs, justement. Moi, je vais vous présenter ces deux disciplines que sont la sophrologie et l'hypnose. Le MDR, j'en parlerai pas aujourd'hui. Mais voilà, si vous avez des questions, en tout cas, je pourrai y répondre. Vous expliquer un peu les points communs entre la sophro, l'hypnose. Comment on peut, encore une fois, épauler, accompagner quelqu'un qui vient dans un parcours PMA. Et puis, voilà, le déroulement un peu type d'une séance, même s'il n'y a pas de déroulement type parce qu'on est face à de l'humain. Et puis, dans un second temps, j'évoquerai avec vous l'impact du stress et des émotions dans un diagnostic d'infertilité. Alors pareil, je vais essayer d'être assez concise parce que vous avez déjà bien expliqué un peu ce sujet. Mais voilà, en quoi est-ce qu'on peut encore une fois se servir de la sophro et de l'hypnose pour pouvoir libérer tout ça. Donc aujourd'hui, on vient voir un sophrologue, un hypnothérapeute pour des domaines aussi divers qu'il y a d'êtres humains, même si c'est très cyclique. Et voilà, en ce moment, moi par exemple, au cabinet, j'ai beaucoup de personnes pour des problèmes évidemment depuis le Covid liés aux troubles de l'anxiété, burn-out, beaucoup de problèmes d'addiction, de phobie. Et puis on peut venir pour des troubles du sommeil. On vient également voir un sophrologue, plus qu'un hypnothérapeute, aussi dans une démarche de développement personnel, un peu de spiritualité. C'est vrai qu'on attend aussi de cette méthode d'apprendre à mieux se connaître. C'est inspiré du zen, du bouddhisme, du yoga, la sophrologie. Et donc, voilà, l'idée c'est d'avoir une nouvelle philosophie de vie, une autre manière de lâcher prise et de vraiment avoir le postulat que l'on ne contrôle jamais les événements extérieurs, qu'on ne contrôle jamais les autres, mais qu'on a un très grand contrôle de notre manière de vivre les situations. Et que tout le pouvoir va résider dans je ramène l'énergie là où je peux y mettre du contrôle et je libère l'énergie sur tout ce qui n'est pas de mon ressort. Donc pragmatiquement, la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle. Pareil, on en a parlé, c'est vraiment le postulat de base de la sophro, c'est d'être toujours dans une interaction qui est complète entre le corps, le mental et les émotions. On est un peu pilote à bord d'une seule équipe, on n'en a qu'une, un corps, un mental, des émotions. L'idée, c'est plus de taper dessus, c'est d'essayer de collaborer avec cette équipe et de pouvoir mettre en place des techniques, des outils pour apprendre à se libérer de certains comportements. Pour ça, on va créer des nouveaux automatismes basés sur le contrôle de soi. Donc on va avoir tout un tas de techniques. Donc en sophrologie, ce sont des techniques essentiellement de relaxation dynamique. L'idée, c'est qu'on est vraiment dans une vivance de mouvement pour développer l'apport des sensations. Parce que plus on muscle notre capacité à aller dans le corps et dans les sensations, plus on va laisser de côté les préoccupations mentales. Ça devient vraiment une gymnastique de ne pas toujours être identifié aux 60 000 à 70 000 pensées qui nous viennent dans notre journée, dans notre tête. Et donc pouvoir se détacher de cette réalité, des ruminations et des anticipations, pour reprendre le contrôle du moment présent et de ce que l'on peut faire à ce moment-là. Donc il y a vraiment des techniques, encore une fois, basées sur le corps. Et il y a également, alors il y a des techniques de respiration et on peut utiliser tout un tas de jugulation, de techniques de respiration qui paraissent à premier abord assez simples. On se dit respirer, on le fait tous. Et pour autant, ne serait-ce qu'avec quelques techniques de respiration, on peut encore une fois libérer pas mal de problèmes. Je pense en premier aux troubles du sommeil où assez rapidement, sur 3-4 séances, quelqu'un qui vient dans un cabinet avec des techniques en sophrologie, généralement, on réorganise assez rapidement voilà, l'endormissement, les réveils nocturnes, donc ça c'est intéressant.
Et puis donc la sophrologie, elle va rejoindre l'hypnose sur un outil qui est un outil que l'on travaille dans le subconscient. Donc dans un état de conscience dit modifié, qui est un état qu'on connaît tout le temps, qui est un état naturel. L'hypnose n'est pas quelque chose qui est une formule magique qui est réservée à certaines personnes. On connaît tous des états d'hypnose tout au long de notre journée. Peut-être qu'il y en a certains qui sont en hypnose là d'ailleurs, parce qu'ils sont avec moi, mais qui sont aussi ailleurs, ou quand on conduit pour aller se rendre dans un lieu et qu'on sait très bien comment y aller et qu'on ne réfléchit pas au trajet, on est aussi dans un état d'hypnose. Donc c'est un état naturel. Par contre, en sophrologie et en hypnose, on se sert de cet état pour aller activer des ressources et aller travailler, encore une fois, sur des zones d'ombre inconscientes qui peuvent, encore une fois, entraver certaines situations, que ce soit en lien avec des difficultés dans un parcours, faire revivre des problématiques d'échec, de diagnostics qui ont été mal posés ou qui ont été mal vécus. Enfin voilà, toutes les peurs qui peuvent ressortir effectivement quand on est, encore une fois, dans un parcours en PMA. Donc ça, c'est un état de conscience modifié sur lequel on travaille et en sophrologie et en hypnose. En hypnose, c'est un peu plus sur ce que je pourrais nommer du one-shot. C'est-à-dire en tout cas pour ma part, je fais rarement plus de 3 séances d'hypnose. On va plutôt agir aussi sur des problématiques en lien avec des traumatismes. Et ça rejoint aussi le travail en EMDR. C'est-à-dire que, par exemple, encore une fois, il y a des profils de personnes où, dans leur manière de se tenir, dans leur manière de parler, dans leur vécu et ce qui bloque dans l'infertilité, vont être vraiment en prise avec, encore une fois, une grossesse qui a été mal vécue, un diagnostic de fausse couche ou de plusieurs fausses couches, des examens médicaux à outrance qui ont été mal vécus, enfin voilà, tout un tas, encore une fois, de situations. Et donc, quand on a un traumatisme, pour essayer d'être un peu simple, quand on a un traumatisme, notre cerveau, il est extrêmement bien fait. Il faut comprendre que notre cerveau, il n'est jamais là pour nous rendre heureux. Ce n'est pas son objectif principal. Son objectif principal, c'est de nous protéger des dangers. Donc, c'est la priorité. Donc, si on a un traumatisme à ce moment-là qui est extrêmement fort, une peur qui est très cristallisante, pour nous protéger, notre cerveau, il va nous mettre en système de défense pour qu'on puisse surmonter ce traumatisme. Et donc, on a une capacité de résilience parce que sur le moment, c'est ce qui nous permet de continuer à vivre. Par contre, si c'est bénéfique à court terme, ça a vraiment des effets négatifs à moyen et long terme. Parce que cette charge émotionnelle, qui n'a pas été suffisamment libérée, parce qu'elle a été contenue, eh bien, elle peut se reproduire après et elle continue d'agir dans d'autres situations qui ne sont pourtant pas forcément en lien, mais qui vont réactiver dans le cerveau ce phénomène de peur qui n'a pas été suffisamment libéré. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en hypnose, et ça s'identifie assez bien sur, j'ai envie de dire, certains types de profils, de pouvoir vraiment travailler sur « on libère cette charge émotionnelle ». On n'est pas trop en hypnose et en sophrologie sur des méthodes dites psychanalytiques à essayer de comprendre. On va plutôt être dans la libération, c'est-à-dire d'être dans... on ne va pas rechercher le pourquoi du comment on en est arrivé là, mais on va encore une fois repartir de « je suis aujourd'hui là avec mon bagage et je ne vais plus alimenter le process du mental qui va continuer de creuser ». Parce que souvent, cette recherche de solutions, le cerveau est bien fait, c'est aussi de rester dans la problématique problème, parce qu'il est assez névrotique aussi. Donc l'idée, c'est de plutôt passer, encore une fois, par des techniques en lien avec le présent. Même s'il n'y a pas d'incompatibilité de professionnels de santé, mais en tout cas, c'est vraiment une approche qui ramène sur qu'est-ce que je fais dans l'ici et le maintenant. Je ne suis pas du tout mon diaporama, donc j'espère pour vous que je suis claire. Donc pour vous dire la principale différence entre la sophrologie et l'hypnose, ce serait vraiment qu'en sophrologie, on est sur favoriser l'autonomie de la personne. Vraiment donner des techniques, encore une fois, qui rejoignent un peu une philosophie de vie, qui vont être utilisées régulièrement pour muscler, encore une fois, le retour dans le présent, les sensations et la libération émotionnelle. En sophrologie, on utilise beaucoup le corps, très peu en hypnose. Même si on va en induction hypnotique par de la respiration, on va beaucoup moins aller dans le vide que l'on peut ressentir en sophro, que l'on transforme en plein, parce que c'est tout l'objectif de la sophro, de réacclimater le fait de ne rien faire. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est privilégié en sophrologie.
Et pour ma part, mais c'est très personnel, je ne fais jamais en PMA une séance d'hypnose, même si je vais identifier de mon côté, à mon niveau, que ce serait plus judicieux, sans mettre en place en amont des techniques de sophrologie. Parce que pour moi, le corps, c'est le véhicule. Quand on a eu un parcours en PMA, on est quand même à un moment dépossédé de ce corps, du fantasme de pouvoir avoir un enfant tel qu'on se l'imagine. Et voilà, redonner ces lettres de noblesse au corps et de le réinvestir, pour moi, c'est extrêmement important. Et je trouve encore une fois que c'est un outil extrêmement puissant, avec des choses très simples. Donc c'est pour ça que voilà, je trouve que les deux techniques sont complémentaires. Mais en tout cas, effectivement, l'aspect corporel, en tout cas, a toute sa place. Oui, alors là, je vous ai mis que ça se fait en individuel, en groupe. Alors le groupe, pour le coup, c'est plutôt sur l'accompagnement à la maternité. Donc ce qui est très chouette, c'est qu'on a démarré avec des personnes en PMA, puis qu'on poursuit en accompagnement à la maternité, ce qui n'est pas du tout rare. Donc ça, c'est assez chouette. Et là, on va plutôt aller vers des techniques de groupe. Mais par contre, en individuel, dès qu'il y a même un couple, moi, ça m'est arrivé d'avoir des demandes sur le couple. Je considère, encore une fois, qu'il y a autant de représentations du monde que de pensées dans la tête de la personne, et que même sur une même circonstance, les personnes ne vivront pas la même situation et le même vécu de la situation. Donc ça ne se travaillera pas non plus de la même façon. Donc je privilégie l'individuel. C'est des séances qui durent à peu près 1 heure, qu'on espace pour la sophrologie de minimum 15 jours, et puis avec des protocoles qui vont entre 8 à 10 séances, voire 15 pour la sophro. Et encore une fois, plutôt sur des techniques EMDR et hypnotiques, des séances un peu plus courtes. Et après, on peut favoriser l'auto-hypnose quand même, mais en tout cas, voilà, pour l'addiction au tabac notamment, c'est toujours un maximum de 3 séances. Donc voilà, il y a un temps d'échange. Alors là, j'ai mis 10 minutes, pareil. Ne vous fiez pas à mon diaporama, qui n'est plus tout neuf, a priori, parce que c'est rarement 10 minutes. Maintenant, effectivement, en fonction, encore une fois, de chaque personne, eh bien, ce temps, il va être un peu plus long. Je redisais tout à l'heure, pour moi, on est capitaine à bord de notre équipe, le corps, le mental, les émotions. On a toujours à un moment un membre de cette équipe qui est un peu plus défaillant. Donc soit on va avoir des symptômes liés au corps, soit ça va être l'émotionnel qui est en montagne russe, ou soit ça va être le mental avec notamment des ruminations de pensées qui reviennent en boucle. En fonction de, entre guillemets, l'équipe qui est la plus impactée, eh bien, on va prendre plus de temps, soit pour des techniques de relaxation dynamique ou de respiration, ou à l'inverse, des techniques pour libérer des états de croyance. Qu'est-ce qui a pu être hérité, quelle croyance inconsciente se fait répéter. Et là, on va être plutôt dans un dialogue pour apprendre à la personne peut-être à déjouer les pièges de son mental. Et le temps d'induction, qui rejoint autant les séances en sophro qu'en hypnose, c'est la durée la plus longue des séances, avec, pour la PMA, beaucoup de techniques de projection. Quand on est dans l'état de conscience modifié, le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qu'il vit réellement et ce qu'il imagine fortement. À ce moment-là, si je vous faisais aujourd'hui un exercice très rapide que je ne vais pas faire, donc je vais vous laisser sur votre faim, mais pour vous montrer comment, rien qu'en étant en état d'hypnose et en vous faisant par exemple croquer dans un citron, vous avez à ce moment-là la déglutition qui se fait, les sucs gastriques même, alors on ne le verra pas, qui interagissent dans l'estomac, montrent bien cette interaction. Le cerveau, il ne va pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire dans l'état de subconscient. Donc, nous, on se sert forcément de cet état-là pour aller projeter la personne dans les différentes étapes en fonction de ce qui va être le plus anxiogène pour la personne. Donc, ça peut être vraiment l'examen médical en tant que tel, ça peut être l'après, les 12 jours d'attente, ça peut être comment est-ce que je me rends dans une clinique, mais on fait souvent visualiser toutes les étapes et le cerveau. Eh bien, du coup, il considère que cette situation a été vécue comme réelle. Donc ça, c'est un vrai appui et c'est vraiment un outil qui est souvent utilisé pour l'accompagnement en PMA. Alors, pour parler du stress et des émotions, c'est là que je vais peut-être essayer de faire court parce que vous avez entendu déjà des choses intéressantes avant là-dessus.
aujourd'hui, ça a évolué parce que moi, au début de ma petite carrière de sophrologue, c'était encore compliqué d'expliquer comment le stress il pouvait avoir une influence sur un diagnostic d'infertilité, une infertilité inexpliquée, sur des échecs à répétition. Et puis, quand on n'a pas la casquette de médecin, c'est encore plus difficile. Aujourd'hui, ça évolue et il y a beaucoup de mentalités qui prennent en compte cet impact. Basiquement, encore une fois, le stress, il faut comprendre que notre corps, un peu comme je le disais tout à l'heure, il fonctionne aussi comme le mental par état un peu de priorité. C'est-à-dire que si vous êtes systématiquement stressé au travail et qu'il y a par exemple un stress chronique qui s'installe, eh bien, chez tout être humain, son système sympathique, donc le système qui réagit à ce stress, comme s'il y avait un danger, une peur, parce qu'encore une fois, pas de différence entre mon patron m'engueule et j'ai un lion qui me poursuit juste à l'instant. Le cerveau, lui, il se met dans le même état d'alerte. Donc, battement de cœur qui s'accélère, le taux de sucre dans le sang qui augmente. Ça, c'est notre système sympathique qui est activé. Notre système parasympathique, lui, il prend le relais après. Mais c'est souvent, évidemment, très dérégulé. Et quand c'est dérégulé, eh bien pour bien faire, le corps il choisit des priorités. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, pour être un peu simpliste, de troubles digestifs quand ils sont stressés. Parce qu'à ce moment-là, le corps il ne peut pas s'occuper de gérer l'hormone de cortisol et de s'occuper de faire redescendre cet état de stress et s'occuper de la digestion. Donc en gros, la digestion passera en second. Et donc, il faut comprendre basiquement que ça peut vraiment s'étendre à plein de domaines et notamment le domaine en lien avec la reproduction et les hormones. Donc, c'est très important de privilégier vraiment ce rapport à un état naturel de détente et de pouvoir vraiment avoir des outils au quotidien pour être capable par soi-même de pouvoir tout simplement, encore une fois, régénérer ce système parasympathique. Donc c'est vraiment ce qu'on va faire en sophrologie et également en hypnose. Et puis pour les émotions, ce qui est vraiment peut-être privilégié en sophrologie aussi, en tout cas moi c'est ce que je privilégie, c'est, et je crois que vous en avez parlé aussi, c'est vraiment d'être dans un phénomène d'accueil de l'émotion. Les émotions, on en a environ une 60aine dans une journée, des petites, des plus grosses, c'est très variable, c'est des vagues. On a eu l'illusion de croire qu'on contrôlait nos émotions. Sauf que personne ne sait dans 10 minutes quelle émotion va venir le surprendre en fonction de ce qui va se passer dans sa tête par rapport à un événement. Donc, on n'est pas responsable de nos émotions. On est vraiment un contenant. Nous, on accueille l'émotion. Et on nous apprend beaucoup à dire qu'il faut gérer nos émotions. C'est antinomique parce que gérer une émotion, c'est refuser qu'elle soit là. Clairement, je suis jalouse parce que ma voisine elle est enceinte, mais je ne dois pas être jalouse parce que quand même, il faut que je sois contente pour elle. Ok, donc je vais essayer de gérer mon émotion pour que je sois maintenant hyper contente et joyeuse. Ouais, mais lui, le corps, il n'est pas du tout dans cet état-là. Donc encore une fois, comme c'est bien fait, eh bien ça reste. Et puis ça va venir alimenter le mental qui lui-même va réalimenter le corps et on est dans une spirale. Pour casser ça, il faut avoir des techniques de libération émotionnelle. Il y a plein d'outils et plein de thérapies qui sont en plus très propres à chacun en fonction de nos sensibilités, donc ça c'est intéressant. Mais c'est vraiment important parce que ça permet aussi de ne plus reprendre cette culpabilité liée encore une fois à ce qu'on peut ressentir émotionnellement ou encore une fois avec les pensées aussi qu'on peut avoir dans notre tête. Donc l'aspect émotionnel, c'est vraiment de pouvoir apprendre à accueillir l'émotion, qui ne veut pas dire se résigner à être dedans, mais en tout cas pouvoir la dépasser. Et plus on apprend à surfer avec les vagues, eh bien plus on s'aperçoit qu'on devient un très bon surfeur. Donc voilà, là c'est tout, voilà, tous les impacts, pareil, je vais pas peut-être m'étendre parce que vous en avez entendu parler, vous connaissez, on n'a pas tous tous les symptômes, mais en tout cas, voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler en sophrologie, en hypnose, donc l'incapacité à prendre du recul, essayer de prendre conscience que la personne, elle n'est pas que dans l'identité d'un parcours PMA. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y penser, parce que c'est viscéral et qu'on y pense, donc encore une fois, il faut rester dans ce qu'on est, mais il faut comprendre qu'on est aussi autre chose. Donc en sophro, on va essayer de travailler sur les autres ressources de la personne.
Perte de confiance, culpabilité qui est une émotion pour le coup qui revient souvent. Les états dépressifs, insomnie, j'en parlais, donc ça parle beaucoup de techniques de relaxation dynamique et de respiration. On permet de s'en libérer. Et puis après, il y a d'autres choses qui peuvent venir se greffer. Voilà, écoutez, moi je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je suis à votre disposition si vous avez des questions plus précises, si vous voulez des compléments d'infos. Voilà.